Si vous voulez bien, nous allons commencer. Merci de votre présence et d'avoir préféré les rigueurs des sciences sociales à ce beau soleil qui règne sur Genève. Je me présente rapidement. Je suis donc Jean-François Bayard, directeur de la chaire d'études africaines comparées à l'université Mohamed VI à Rabat et professeur invité au Graduate Institute à Genève. Et j'ai l'honneur de présider une table ronde consacrée à la question de la guerre et de la paix en Afrique. Je vous présenterai tout à l'heure plus précisément les trois collègues qui ont eu la gentillesse de bien vouloir accepter notre invitation. Mon rôle se bornera d'une part à essayer de surveiller le temps et d'autre part à lever immédiatement un certain nombre d'idées reçues qui pourraient polluer le débat. Je crois que nous avons la chance d'avoir trois grands chercheurs qui ont beaucoup réfléchi à la question de la guerre et de la paix, qui développent une réflexion originale, et je crois qu'il faudrait vraiment aller au cœur le plus rapidement possible de cette réflexion, et pour ce faire lever au moins deux séries d'idées reçues à propos de l'Afrique subsaharienne. La première idée reçue, c'est l'idée d'un continent en guerre, une espèce d'atavisme de l'Afrique pour la guerre. Alors, d'une certaine manière, oui, l'Afrique est en guerre et a été en guerre, ce en quoi elle participe de l'universalité politique, puisque malheureusement tous les continents ont été en guerre. Donc il n'y a pas une spécificité historique grandissime de l'Afrique de ce point de vue. Il est vrai que la guerre participe de l'historicité de longue durée du continent. L'art de la guerre a été un répertoire majeur de l'honneur, de la virilité, de la dignité, de l'ascension sociale. Ce que l'on pourrait également dire de la guerre, par exemple, en Europe. Il est vrai qu'il y a eu, par exemple, une récurrence du djihad, de la guerre sainte dans le Sahel depuis la fin du XVIIIe siècle. Je crois qu'il faut comprendre les épisodes contemporains également à la lumière de cette historicité. Il est vrai que la plupart des formations politiques, disons précoloniales pour aller vite, ont été fondées par l'intermédiaire de guerres, par l'intermédiation de guerres, et même les sociétés lignagères sans État étaient des sociétés qui pratiquaient la guerre. Donc il y a effectivement une historicité de longue durée de la guerre en Afrique subsaharienne, ce en quoi, encore une fois, l'Afrique participe bien de la banalité du politique. Mais de là à acheter comptant le mythe de la paix coloniale, hein, vous connaissez l'imagerie, les Européens sont arrivés pour établir la paix dans un continent en guerre, il y a naturellement un pas que je ne franchirai pas. Parce que, et c'est une tautologie, la colonisation a elle-même fonctionné sur un mode guerrier. Elle a été d'abord conquête militaire, et souvent une conquête extrêmement violente. Elle a été occupation militaire. Elle a entraîné le continent dans deux conflits majeurs. Et vous savez que les troupes africaines, aussi bien sous pavillon britannique que sous pavillon français, ont payé un lourd tribut à ces deux guerres mondiales, et les puissances colonisatrices ont associé des troupes africaines à la conquête coloniale elle-même, au maintien de l'ordre dans les colonies, mais également à la répression des luttes de libération nationale, par exemple en Indochine et en Algérie, pour ce qui est de la France. Et par ailleurs, l'Europe, par le biais du commerce, par le biais de la colonisation, et aujourd'hui par le biais à nouveau du commerce, l'Europe a été une grande pourvoyeuse d'armes en Afrique subsaharienne, et d'une certaine manière a engendré une mutation qualitative de la guerre, puisque maintenant les morts, les victimes des conflits se comptent par centaines de milliers, voire par millions, comme dans la guerre de l'Afrique centrale
centrale à partir des années 90, et on pourrait même remonter plus haut. Donc, première idée reçue qu'il faut balayer. Deuxième série d'idées reçues que nous voudrions vraiment laisser de côté, c'est toute la logorée sur l'État failli, l'État faible, un État dont les frontières territoriales seraient arbitraires et ne correspondraient pas aux réalités sociales, des conflits, donc de toute réalité supposée qui sont présumés être facteurs de conflictualité. Récuser également toute la logorée sur la primauté des consciences ethniques ou des consciences confessionnelles. Naturellement, balayer d'un revers de main le mythe de la barbarie naturelle des combattants africains, comme si, par exemple, les viols de masse ou les atrocités au combat étaient le privilège du continent, comme si tout cela n'avait pas également caractérisé les conflits majeurs et parfois les conflits très récents en Europe même. Vous connaissez ces stéréotypes qui fleurbont le racisme. Récuser également cette théorie de la guerre d'un troisième type, qui aujourd'hui prévaudrait dans le contexte de la globalisation, qui a été portée par des auteurs, par exemple, comme Van Creveld, et qui, pour certains de ces auteurs, trouvent une illustration évidente en Afrique subsaharienne. En réalité, on peut, et c'est un débat d'ailleurs qui a été mené à propos de la guerre de 30 ans, mais que l'on peut reproduire à propos de l'Afrique subsaharienne, on peut s'interroger sur la guerre comme matrice de la formation de l'État. Je ne dis pas que c'est une évidence, mais c'est un sujet de débat entre spécialistes. On peut souligner que le passage à la guerre correspond à des stratégies politiques, sociales, économiques qui sont parfaitement rationnelles, et l'on peut insister sur la professionnalisation de la guerre, une professionnalisation de la guerre en Afrique subsaharienne qui d'ailleurs peut contribuer à la bureaucratisation, au sens weberien du terme, à la bureaucratisation des sociétés africaines, y compris dans la dimension de l'imaginaire. Donc là, il y a toute une série de perspectives qui nous paraissent plus intéressantes que les clichés habituels sur l'État failli, l'ethnicité, j'en passe, et des moins bons. Si l'on prend en considération ces perspectives, l'on est amené à s'interroger sur la pertinence de l'ingénierie contemporaine de la paix, toute cette ingénierie des accords de paix, des médiations, du second track de la diplomatie, etc. Je n'insiste pas parce que mes collègues sont beaucoup plus compétents que moi pour poser des questions pertinentes à ce sujet, mais on voit bien qu'il y a une espèce de prêt à faire la paix qui malheureusement est complètement inadéquate par rapport aux réalités sociales et historiques de la guerre au sud du Sahara. Donc nous nous proposons de sortir de l'alternative illusoire, de la guerre ou de la paix, et de développer une notion que nous avons empruntée à Marielle Debeau, la notion d'entre-guerres, un terme par lequel Marielle Debeau souligne l'enchevêtrement de la guerre et de la paix, en l'occurrence pour ce qui la concerne dans la société du Tchad sur laquelle elle a travaillé directement. Alors, venons-en précisément à nos trois invités, à tout seigneur, tout honneur. Marielle Debeau, donc, qui nous a prêté cette notion d'entre-guerres, qui a consacré sa thèse au métier des armes au Tchad, thèse qui a été publiée sous ce titre, Le métier des armes au Tchad, aux éditions Cartala, qui a considérablement renouvelé notre réflexion sur cette guerre du Tchad qui est trentenaire, qui remonte à la fin des années 1960. Et Marielle a également élargi sa réflexion à la République centrafricaine voisine.
Didier Péclard est enseignant vaudois immigré à Genève, à l'université de Genève, et lui a consacré sa thèse à l'Angola, et plus précisément à l'UNITA de Savimbi, à la période pré-indépendance de l'UNITA de Savimbi, en poursuivant une réflexion très intéressante, en présentant, en analysant en quelque sorte, et je force un petit peu peut-être le propos de Didier, en présentant un mouvement armé de libération nationale qui au fond a très peu combattu, sans guerre de lutte armée d'une part, et d'autre part qui n'était pas habité par une conscience nationaliste évidente. Bon, donc là il y a une espèce de paradoxe que Didier Péclard, avec beaucoup de finesse, analyse. Nous avons un petit regret, c'est que le livre de Didier Péclard malheureusement n'a pas pu arriver à temps pour cette table ronde, mais vous pourrez le retrouver dans les librairies d'ici 2 mois. Didier, par ailleurs, a travaillé à Swiss Peace et il pourra certainement apporter son regard également de ce point de vue dans notre discussion, et est actuellement rédacteur en chef de la revue Politique africaine, que vous trouverez également au stand Cartala à l'autre bâtiment. Mais je voudrais mentionner ce numéro 98 de Politique africaine, Pax Africana, le nouvel interventionnisme libéral, qui a été dirigé par Roland Marchal, donc notre troisième intervenant, qui est chercheur au CNRS, au CERI à Paris, qui a été lui-même rédacteur en chef de la revue Politique africaine, et qui, depuis les années 90, je le crains, Roland, a véritablement apporté une contribution majeure à la sociologie de la guerre en Afrique subsaharienne, mais beaucoup plus largement à la sociologie de la guerre au XXe siècle, notamment grâce à une pratique intensive du terrain, tout comme d'ailleurs Marielle et Didier. Roland Marchal a d'abord travaillé sur l'Érythrée et le Soudan, ensuite a consacré l'essentiel de son énergie au conflit somalien, donc à partir des années 90, a porté son attention sur l'Angola en travaillant avec une personne dont on aimerait beaucoup qu'elle soit parmi nous, mais qui malheureusement est décédée il y a quelques années, Christine Messian, à laquelle nous souhaiterions rendre hommage, et dont vous trouverez là aussi l'essentiel de l'œuvre réunie dans 2 volumes sur l'Angola post-coloniale, toujours aux éditions Cartala, et qui a, de pair avec Roland, véritablement enrichi la compréhension sociologique de la guerre. D'une part en publiant ce livre avec Roland, donc Les chemins de la guerre et de la paix, fin de conflit en Afrique orientale et australe, également en publiant 2 articles très décapants dans la revue Critique internationale qui précisément critiquent les grandes thèses en vogue sur la guerre et la paix et les rébellions en Afrique. Et Roland Marchal a également dirigé avec Pierre Asner Guerre et société, État et violence après la guerre froide, dans la foulée d'un très très grand colloque qui s'est tenu en 2000 au CERI. Donc vous le voyez, nous avons 3 intervenants de premier ordre, de première qualité, qui vont nous aider à repenser la guerre et la paix au sud du Sahara. Je crois que le mieux, Marielle, c'est que je te passe tout de suite la parole, puisque au fond tu as la maternité de cette notion d'entre-guerres. Je crois avoir oublié de préciser que Marielle est maîtresse de conférence à l'université Paris 10, si je numérote bien, en tout cas ce qu'on appelle Nanterre, Paris-Ouest, maîtresse de conférence donc en sciences politiques à Paris 10. Marielle. Merci Jean-François. Dans mon intervention, j'aimerais souligner 2 points. Premièrement, j'aimerais vous montrer l'intérêt qu'il y a à étudier non pas uniquement la guerre, mais les formes de violence insidieuses qui marquent tous ces moments et tous ces espaces qui ne sont ni franchement en guerre, ni franchement en paix, mais dans cet entre-deux, entre la guerre et la paix. Et dans un deuxième temps, j'aimerais souligner comment les problématisations des chercheurs, par exemple en termes de guerre et d'entre-guerres, mais on pourrait aussi trouver évidemment d'autres notions, permettent de renouveler des problématisations qui sont imposées par les labels internationaux, généralement mobilisés pour penser ces situations de guerre ou de ni guerre ni paix. Alors, comme l'a dit Jean-François Bayard, mes recherches ont porté sur le Tchad, donc sur ce pays du Sahel
qui n'a jamais véritablement connu de période que l'on pourrait qualifier de paix, une période coloniale particulièrement violente, une période post-coloniale qui s'est révélée elle aussi être une période de guerre. Et c'est un pays où toutes les périodes que l'on aurait pu penser comme des périodes de post-conflit se sont toujours révélées être aussi des périodes de pré-conflit. Alors je ne dis pas qu'aujourd'hui le Tchad est condamné à une succession de conflits et qu'il n'y aura jamais de paix, mais j'insiste sur ce point pour dire que la paix est plus un projet politique qui est porté par des acteurs sociaux et politiques tchadiens qu'une expérience qui a été vécue par les générations. Alors pour désigner cette situation qui n'est pas une situation de conflit ouvert, mais qui n'est pas non plus une situation de paix, j'ai choisi ce terme d'entre-guerres, avec guerre au pluriel. Encore une fois, il ne s'agit pas de dire qu'une guerre suit mécaniquement une autre guerre, mais plutôt de trouver une notion pour penser ces moments où la guerre semble l'horizon d'attente à la fois des combattants et des civils qui se préparent au déclenchement possible d'une prochaine guerre, puisque dans leur expérience, une guerre a toujours succédé à une autre guerre. Ce terme d'entre-guerres est aussi important pour souligner comment, dans des périodes et des espaces qui ne sont pas marqués directement par des conflits armés, il y a des logiques de guerre extrêmement fortes. Et c'est ce que j'ai voulu étudier à partir du cas du Tchad. Mais c'est évidemment un point important à propos d'autres conflits, et pas seulement en Afrique. On a tendance à considérer que ce qui n'est pas la guerre, c'est par défaut la paix. Or, la paix n'est pas la condition sociale par défaut. On a un enchevêtrement beaucoup plus compliqué de logiques de guerre et de paix. Et donc, il faut arriver à penser ce qui se passe dans ces moments où il semble ne rien se passer. Et en fait, mon terrain, je l'ai fait dans ces espaces, dans ces périodes d'entre-guerres, c'est-à-dire que je suis restée dans les terrains faciles d'accès, loin des coups de feu, donc c'est évidemment une grande prudence. J'aurais pu être plus courageuse et aller dans les bases arrières des rebelles, mais je ne l'ai pas fait. Donc il y a une raison, on va dire, très, très pratique, aussi liée au choix de la prudence, mais je pense qu'il y a aussi un intérêt méthodologique et théorique à étudier ce qui se passe en dehors de la guerre, parce qu'on ne voit pas forcément la guerre mieux si on décale le regard de la guerre, mais on la voit autrement, et je pense qu'en étudiant la guerre dans ses marges et par ses marges, on peut comprendre des processus guerriers que l'on ne voit parfois pas quand on est au cœur de la guerre. Donc je me suis intéressée à ce qui se passe quand il n'y a pas de coup de feu et quand apparemment il ne se passe pas grand-chose. Et je me suis intéressée plus précisément à ce que les combattants font quand ils ne combattent pas. Et dans ces périodes où ils ne combattent pas, ils font énormément de choses en tant que civils, en tant que combattants réintégrés dans des forces régulières ou en tant que bandits plus ou moins intégrés officiellement qui travaillent avec un uniforme sans parfois être officiellement intégrés dans ces forces régulières. Donc, dans des contextes comme le contexte tchadien, la guerre n'est pas une parenthèse, ce n'est pas un temps à part, et il y a des processus, et plus précisément des modes de gouvernement qui traversent les frontières de la guerre et de la paix. Alors, que sont et d'où viennent ces formes insidieuses de violence qui marquent l'entre-guerres ? Alors, on n'a pas affaire à une simple transition difficile de la guerre vers la paix. Donc évidemment, sortir de la guerre, c'est toujours un peu compliqué, mais cette idée reçue que ce serait toujours compliqué, mais que ce serait aussi une sorte de processus linéaire avec certaines étapes, et que tous les pays qui sortiraient de la guerre iraient vers la paix avec un chemin plus ou moins tracé d'avance, ça ne marche pas. Il y a une autre idée reçue ou une autre idée à complexifier, c'est l'idée selon laquelle les combattants auraient du mal à retrouver une vie civile parce qu'ils seraient trop marqués par leur expérience combattante, alors qu'en fait je me suis rendu compte que les combattants n'étaient pour la plupart pas des gens dépourvus de morale, qui vivraient des armes parce que c'est plus facile que cultiver ces champs, et que quand les combattants ont la possibilité de retrouver une vie civile, généralement ils le font. Alors, pourquoi on a une situation d'entre-guerres ? En fait, aussi en tant que politiste, je me suis intéressée à des questions très politiques, et je me suis intéressée à la façon dont l'État, dont la politique, maintient et reproduit un entre-guerres. Donc pour moi, l'entre-guerres, ce n'est pas simplement la difficile transition de la guerre vers la paix, mais c'est véritablement un mode de gouvernement, une façon de gouverner le pays, avec un État
qui gouverne par les armes, même au moment où il n'y a pas la guerre. Concrètement, cela signifie qu'il y a un gouvernement par les armes, qu'il y a une forte impunité, ça c'est vraiment un des problèmes centraux au Tchad. L'impunité, ça va être l'impunité pour les acteurs de la répression politique. Le principal leader de l'opposition civile, qui justement avait fait le choix de ne pas prendre les armes, a été assassiné, enfin il est toujours porté disparu depuis 2008. Et la vie politique a continué avec les acteurs internationaux qui soutiennent le prochain processus électoral. L'impunité, c'est aussi l'impunité au quotidien, l'impunité pour les gens qui vivent notamment loin de la capitale, dans les régions en particulier de l'Est et du Nord. Ça signifie que ce sont des paysans, des éleveurs qui ne peuvent pas se retourner contre les autorités politiques, administratives et militaires qui, très souvent, ont des pratiques illégales et violentes. Alors, ici, je vous ai parlé du Tchad, mais cette réflexion sur les violences en dehors des temps de guerre est importante dans bien d'autres contextes. Pour être rapide, je voudrais juste dire, mais de quoi les gens meurent-ils sur le continent africain ? Évidemment, il y a des gens qui meurent de la guerre, mais si l'espérance de vie à la naissance est basse sur le continent africain, ce n'est pas à cause des guerres, ou ce n'est pas principalement à cause des guerres. Quand les gens meurent trop jeunes, ils meurent beaucoup plus souvent à cause de la pauvreté, à cause d'une mauvaise distribution des ressources à l'échelle globale et au sein des sociétés africaines, parce qu'on a un accroissement des inégalités à l'échelle globale et au sein de ces sociétés. Et souvent, les gens meurent parce qu'il n'y a pas de service public, ou très peu, parce qu'ils n'ont pas accès aux soins. Donc, là, je m'éloigne un petit peu de mon terrain, mais pour dire que cette idée que les gens mourraient principalement parce qu'ils se font la guerre, et parce que la guerre serait une activité typiquement africaine, eh bien évidemment, ces clichés ne résistent pas à l'analyse. Ceci m'amène à mon deuxième point que je vais essayer de développer rapidement. Donc je parle de guerre et d'entre-guerres, et parler d'entre-guerres, ce n'est pas simplement pour inventer un mot, parce que quand on est dans le monde académique, on aime bien inventer des nouveaux mots. À mon avis, il y a aussi un intérêt même un intérêt politique, parce que ça permet de sortir des problématisations dominantes, des problématisations courantes sur la scène internationale. Si je reviens au cas tchadien, on peut s'interroger de quoi parlent les diplomates, les militaires, les experts quand ils parlent du Tchad à Paris. On parle beaucoup du Tchad à Paris, parce que c'est une ancienne colonie française et que la France est très impliquée au Tchad. De quoi parlent ces experts quand ils sont à Bruxelles ou quand ils sont à Washington ? Évidemment, ils ne parlent pas de guerre et d'entre-guerres, parce qu'ils ont d'autres choses à faire que de lire les travaux des universitaires. Ils parlent de la stabilité du pays, et parfois de l'instabilité du pays. Et toute la question est, est-ce que le pays est stable ou instable ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce pays est passé en quelques années d'une situation de crise à une situation de stabilité. Donc, sans trop se fatiguer, les dirigeants du pays, le président Idriss Déby, a eu droit à une nouvelle étiquette, qui est l'étiquette de stabilité. Alors évidemment, les choses ont changé sur le terrain. Donc il y avait une rébellion armée entre 2005 et 2010. Aujourd'hui, il n'y a plus de rébellion armée, donc il n'y a plus de conflit ouvert au Tchad. Mais pourtant, le mode de gouvernement n'a pas changé. Enfin, n'a pas vraiment changé. Ce qui a changé, en revanche, c'est la position du Tchad sur la scène régionale, sur la scène internationale. J'ai peu de temps, donc je vais les citer rapidement, mais le Tchad est intervenu aux côtés de la France au Mali. Le Tchad est aussi intervenu en Centrafrique. Mais alors là, le Tchad a été accusé de soutenir la rébellion, a été accusé d'exaction, et les troupes tchadiennes ont été obligées de se retirer. Mais ça n'est dans l'intérêt de personne de le rappeler, donc on l'oublie vite, on le met sous le tapis. Le Tchad intervient actuellement au Nigeria et dans la région contre Boko Haram, et le Tchad est aussi la base de la nouvelle opération antiterroriste française, Barkhane. Donc, vous comprenez que certains acteurs ont intérêt à qualifier le Tchad en 2015 de pays stable, en dépit de nombreux éléments qui peuvent nous inciter à parler plutôt de l'instabilité du pays. Donc en fait, on a tout un débat pour savoir si le pays est stable ou instable. Mais, donc on pourrait discuter, évidemment, ce n'est pas ce que je vais faire, des facteurs d'instabilité sur le pays. Je voudrais juste souligner rapidement qu'on peut aller plus loin dans la critique et souligner les impensés d'une problématisation en termes de stabilité ou instabilité. Pourquoi ? Parce que quand on réfléchit à la stabilité ou à l'instabilité du Tchad,
il y a au moins 2 questions que l'on ne se pose pas. Et la première question est quel est ou plutôt, ces acteurs, ces diplomates, acteurs politiques, militaires, experts qui se réunissent dans les capitales occidentales pour savoir si le Tchad est stable ou non, ne se posent pas la question de leur propre rôle dans la stabilité ou dans l'instabilité du pays. Donc on dirait en sciences sociales qu'il manque cruellement de réflexivité. Et la deuxième question qui n'est pas posée est qui a intérêt à la stabilité, qui a intérêt dans le pays à la stabilité, qui a intérêt dans la région, sur la scène internationale à la stabilité. Aussi, qui paie le prix de cette stabilité? Comment on définit la stabilité? Si la stabilité, c'est le statu quo, on voit que certains acteurs politiques et économiques locaux et internationaux bénéficient de cette stabilité statu quo et que d'autres, au contraire, en paient le prix. Et donc il faut se poser la question, quand on parle de la stabilité ou de la sécurité de qui parle-t-on? Et juste quand on voit à quel point les politiques anti-migratoires de l'Union européenne peuvent être meurtrières, on peut douter que ce qui intéresse en premier lieu les acteurs politiques qui réfléchissent à la stabilité du pays, c'est effectivement la stabilité ou la sécurité des personnes qui y vivent. Donc en conclusion, je voulais juste souligner que poser la question du maintien et de la reproduction de logiques guerrières dans ces situations d'entre-guerres, ce n'est pas uniquement une affaire qui concerne les chercheurs. Je pense que c'est aussi une invitation à aller au-delà des analyses ou des pseudo-analyses qui concluent un peu rapidement que ce qui n'est pas la guerre, c'est par défaut la paix. Et c'est une invitation aussi à sortir de la question de la stabilité ou de l'instabilité pour poser la question des formes de violence et des injustices qui marquent ces moments et ces espaces de l'entre-guerres. Merci beaucoup Marielle. Petite pause publicitaire. Marielle a dirigé un numéro de politique africaine, numéro 128, Corps habillés, politique des métiers de l'ordre, dans lequel vous retrouvez certaines de ces problématiques, non seulement à propos du Tchad, mais également à propos d'autres pays. Didier, c'est à toi de prendre le flambeau. Merci beaucoup. Merci Jean-François pour l'invitation. Merci à vous d'être présent. J'aimerais commencer mon intervention en rappelant une chose qui paraîtra assez triviale ou comme étant un simple truisme, c'est que pour construire la paix, pour reprendre le terme ou le titre de cette conférence, de ces journées, il est important de comprendre la guerre. Il est important de comprendre ce qui se passe durant la guerre. Ça paraît tout à fait évident. Je pense que l'objectif des quelques minutes que j'ai à ma disposition, c'est de montrer en fait que justement un des grands problèmes dans la manière dont on a essayé de faire la paix, de construire la paix en Afrique dans les 20 ou 25 dernières années, notamment depuis la fin de la guerre froide, un des grands problèmes de ces interventions a été qu'elles étaient basées sur une mauvaise compréhension, non pas de ce que devrait être l'ingénierie de la paix, ou non pas seulement de ce que devrait être l'ingénierie de la paix, mais justement une très mauvaise compréhension, une vision beaucoup trop simpliste des conflits. Pour cela, je me baserai à la fois sur le terrain angolais, puisque c'est effectivement le pays sur lequel j'ai le plus travaillé, et aussi un petit peu sur mon expérience de chercheur dans cet institut que Jean-François a cité tout à l'heure, Swiss Peace, la Fondation suisse pour la paix, qui est un institut comme ça de recherche appliquée sur les questions liées au conflit et au peace building. Le point principal que je veux faire ressortir en quelque sorte, c'est que depuis la fin de la guerre froide, on a eu une double tendance comme ça qui a dominé en quelque sorte les discours, pas tellement la recherche académique, une certaine recherche académique, mais aussi le discours international et partant aussi les pratiques au niveau international de peace building, une double tendance qui est à la fois d'un côté à la dépolitisation des conflits armés et à ce qu'on pourrait appeler, ou ce que Christine Messiaen notamment a appelé leur judiciarisation ou leur criminalisation, de tendances qui vont évidemment tout à fait de pair et qui se nourrissent l'une l'autre. Et c'est notamment autour de l'analyse du rôle des rebelles dans les conflits armés des années post-guerre froide et surtout du milieu des années 90 ou de la fin des années 90 également.
Le corollaire de cette tendance simplificatrice ou très réductrice de l'analyse des conflits, ça a été aussi une ingénierie de paix qui s'est développée aussi sur des bases effectivement beaucoup trop simplistes, et j'y reviendrai aussi, où on voit que le peace building, ce qu'on appelait le liberal peace building, le peace building libéral, s'est développé comme une espèce de boîte à outils technique qui devait pouvoir être utilisée partout pour répondre en fait à ce qui était considéré non pas comme vraiment des problèmes politiques, mais plutôt des problèmes, en tout cas pas forcément techniques, mais dont la solution pouvait être technique au sens d'une transformation des institutions en favorisant la démocratisation. J'y reviendrai également. Et aussi, autre corollaire, ça a été le déplacement progressif, pas partout, dans un certain nombre de conflits seulement, mais le déplacement progressif quand même d'un discours de règlement des conflits politiques vers un discours aussi parfois de plus en plus juridique aussi du fait de cette criminalisation de la vision des conflits. Le premier point, donc la question de la dépolitisation, qui commence dont on peut dire peut-être qu'elle commence après la fin de la guerre froide. Évidemment, la fin de la guerre froide plutôt a été porteuse de grands espoirs. Je crois que toute la communauté internationale imaginait, ou une bonne partie d'entre elles en tout cas, qu'un certain nombre de conflits, notamment en Afrique, allaient pouvoir se régler d'eux-mêmes parce qu'en quelque sorte, ces conflits qui étaient analysés comme ces conflits, ces proxy wars de la guerre froide allaient se terminer d'eux-mêmes vu que la principale source finalement qui les alimentait avait disparu avec la fin de l'opposition entre les deux blocs. Évidemment, comme vous le savez tous, cette espèce d'espoir a été très vite douchée de façon très violente également aussi par la multiplication de conflits un peu à l'échelle globale, mais notamment en Afrique, que ce soit en Afrique centrale, que ce soit en Afrique de l'Ouest, ou également dans la Corne de l'Afrique. Donc il a fallu aussi produire en quelque sorte des analyses rapides pour essayer de comprendre ce qui se passait. Et parmi ces analyses, je ne vais pas entrer dans le détail, ça nous amènerait probablement un petit peu trop loin, mais quelques éléments saillants qui ont d'ailleurs été très bien analysés, entre autres par Roland Marshall et Christine Messiaen. Et comme je parle avant Roland, je me permets de préempter et de lui rendre la tâche plus difficile, mais je n'ai aucun souci à ce niveau-là. Donc, ces guerres ont été vues premièrement comme avant tout anarchiques, comme irrationnelles. Une des images aussi qui soutenait cette perception très anarchique de la guerre, ça a été par exemple les violences apparemment totalement incompréhensibles, notamment des conflits en Sierra Leone et en Libéria, avec toutes ces images horribles que vous avez certainement tous en tête, de bras, de long sleeve, short sleeve, comme on le disait en Sierra Leone, c'est-à-dire l'habitude de punir comme ça, notamment des jeunes, en leur coupant soit la main, soit le bras. Enfin bref, une violence qui paraissait totalement irrationnelle, incompréhensible, et un scénario comme ça, anarchique, presque de fin du monde, ou de fin d'un monde qui était le monde, soi-disant, de l'ordre de la guerre froide. Ces guerres ont aussi été, non seulement au niveau, ont été analysées par beaucoup, y compris par beaucoup de chercheurs, comme étant nouvelles par rapport aux anciennes guerres qui auraient été celles de la guerre froide, et nouvelles parce que, notamment, elles étaient justement apolitiques, là où les guerres de la guerre froide étaient politiques, entre guillemets, selon ces théories, par nature, vu qu'elles opposaient deux idéologies, donc elles étaient politiques, les guerres de l'après-guerre froide ne l'étaient plus parce qu'elles étaient avant tout tournées vers la captation de ressources économiques, qui permettaient aussi, du coup, la captation de ressources politiques, donc des nouvelles guerres qui n'étaient plus qu'une question d'appât du gain et de criminalité internationale organisée et relayée par la figure du warlord ou du rebelle local. Des guerres dites nouvelles aussi parce que là où les guerres de libération nationale, par exemple, ou les guerres de la guerre froide étaient considérées comme des guerres pour le peuple, pour soutenir en quelque sorte les aspirations naturelles du peuple, ces nouvelles guerres étaient vues comme contre le peuple. Et pour ça, on se basait sur le fait, qui a d'ailleurs été tout à fait contesté par d'autres recherches depuis, mais sur le fait que pour la première fois, les victimes de ces conflits étaient avant tout des victimes civiles. Effectivement, les victimes de la plupart des conflits africains des années 90 étaient des victimes civiles, mais malheureusement, ce n'était pas non plus quelque chose de totalement nouveau. Et enfin, dernier point aussi pour caractériser
caractérisé cette dépolitisation, ça a été l'accent qui a été mis sur le rôle des ressources naturelles, notamment des diamants dans les zones de conflit de l'Afrique de l'Ouest, Sierra Leone, Libéria, mais aussi en Angola. Vous connaissez certainement le fameux film Blood Diamond, qui a joué un rôle non négligeable dans je dirais dans la popularisation comme ça de l'image de conflit qui, encore une fois, n'était pas liée à des aspirations ou à un programme politique, mais était liée uniquement à la captation de ressources économiques par des rebelles avides de sang, d'argent, etc., et de pouvoir. À cette vision dépolitisée de la guerre, cette vision elle a progressivement aussi glissé vers une vision de plus en plus criminalisante. Ça vous surprendra après ce que je viens de dire, où un certain nombre de rebelles, au premier rang desquels, vers la fin plutôt des années 90, Jonas Savimbi, le leader de l'UNITA, n'était plus considéré comme un leader de guerre, leader d'un mouvement rebelle qui essayait de prendre le pouvoir en Angola, mais comme en fait un criminel qui utilisait les ressources diamantaires pour à la fois s'enrichir personnellement et mener sa guerre. Je ne suis pas ici, bien sûr, pour faire l'apologie de Jonas Savimbi, bien au contraire, mais ce que j'aimerais montrer, et c'est ce que je ferai tout à l'heure, c'est en quoi cela a aussi eu des incidences très, très directes qu'on ressent encore aujourd'hui sur la façon dont la transition s'est faite de la guerre vers la paix. Parce que, si vous voulez, le peace building tel qu'il s'est développé à partir du début des années 1990 a été un résultat de ces visions, comme je disais. Un résultat à la fois, comme le rappelait Marielle, d'une vision totalement utopiste, comme ça, ou fausse, d'une vision selon laquelle on pourrait séparer complètement la guerre et la paix, où il y aurait comme ça une espèce de frontière étanche entre les deux moments. Donc peace building le peace building est le fruit comme avant tout un ensemble de mesures techniques. Pour illustrer mon propos, je reviens rapidement à l'Angola. On pourrait citer d'autres exemples, mais je pense que ça vaut la peine peut-être de passer quelques minutes là-dessus pour que ce soit peut-être un tout petit peu plus clair. Et l'Angola est malheureusement un bon exemple pour voir dans la durée, vu que le conflit angolais a duré en fait pratiquement 50 ans, ou 40 ans plus exactement, pardon, est un bon exemple pour voir un petit peu comment comment la guerre a évolué et aussi comment la perception de la guerre a pu évoluer. Par rapport à mon propos, je me limiterai à deux moments de la guerre ou de tentatives de fin de guerre en Angola. Le premier, c'est 1991-92, juste après la fin de la guerre froide. Sans entrer vraiment dans les détails, il y a une première solution de la guerre qui est envisagée en Angola parce que justement le conflit angolais était effectivement soutenu militairement et financièrement d'un côté par Cuba et l'URSS pour le gouvernement du MPLA et de l'autre côté par les États-Unis et l'Afrique du Sud pour ce qui était des rebelles de l'UNITA. La fin de la guerre froide permet une première tentative de règlement. On est en 1991-92, on est exactement au moment aussi où l'ONU, sous la direction à l'époque du secrétaire général Boutros-Ghali, met en place ce qu'on a appelé l'agenda pour la paix de Boutros-Ghali, et l'Angola est en quelque sorte le premier test, ou un des premiers tests à grande échelle de la mise en place de cet agenda. Test complètement et dramatiquement loupé, si vous me passez l'expression, dans la mesure où, sans entrer encore une fois dans le détail, la solution au conflit angolais a été vue comme simplement, je dirais, la fin du conflit armé, l'organisation rapide d'élections qui, par nature, devait permettre une démocratisation, donc une représentation légitime du gouvernement, une représentation légitime de la volonté populaire dans un gouvernement post-guerre et qui serait lui-même le gage d'une grande stabilité. Vision totalement utopique qui même à l'époque, il était évident que ça allait amener à la catastrophe, et ça a mené à la catastrophe. Mais encore une fois,
c'est une des façons peut-être d'illustrer les dangers de cette vision trop simpliste d'un conflit qu'on imagine pouvoir se résoudre par la baguette magique d'un changement institutionnel finalement assez simple qui consiste à des élections. Les élections, pour aller vite, le résultat des élections a été contesté, la guerre a repris de plus belle, elle a été beaucoup plus meurtrière, notamment pour les populations civiles durant les années 90. À partir de la deuxième moitié des années 90, les choses ont changé et on est entré justement dans cette phase de criminalisation. Et paradoxalement, ce qui a permis en fait la résolution du conflit angolais en 2002 par la défaite militaire de Jonas Savimbi, c'est entre autres la criminalisation qui a été, j'allais dire dont l'unité a été la victime. Ce serait prendre une position que je ne veux pas prendre. La façon dont on a de plus en plus criminalisé l'UNITA comme étant justement typique de ces rebelles avides de sang et de diamants uniquement. En fait, cette criminalisation a permis de dépolitiser les racines le conflit angolais sur la scène internationale et a donné libre cours, si vous voulez, ou a permis au gouvernement du MPLA à l'époque de décider, avec le soutien de la communauté internationale, d'opter pour une solution militaire plutôt que pour une solution négociée qui, à ce moment-là, était en train de se dessiner. Donc, en quelque sorte, la criminalisation, du moment que l'UNITA, en tant que mouvement, était complètement délégitimée parce qu'elle n'avait, selon cette vision-là, aucune représentativité populaire et politique, mais était intéressée que par l'appât du gain, a permis à la fois donc une solution assez ambiguë, d'une solution du conflit qui, effectivement, a été certainement un soulagement immense pour la population après toutes ces années de guerre, mais en même temps aussi a permis de reproduire un mode de gouvernement ou de développer même un mode de gouvernement très autoritaire en mettant une chape de plomb comme ça sur les questions sociales, historiques, politiques, identitaires qui étaient à la base du conflit. Questions qui ne sont absolument pas traitées dans la période post-guerre parce que justement c'est le récit, si vous voulez, de la victoire du MPLA qui domine. Ça a mené à une grande stabilité en Angola et tant mieux pour les Angolais, mais une stabilité que l'on sent très, très fragile et j'espère vraiment qu'on n'est pas dans une solution, dans une situation d'entre-guerres que décrit si bien Marielle, parce qu'effectivement on aurait comme ça estimé que par un coup de baguette magique, simplement, les problèmes, les divisions profondes de la société angolaise, qui remontent en tout cas à la période coloniale, auraient disparu. Quels sont les défis par rapport à ça, pour terminer rapidement ? Le défi principal, c'est de repolitiser l'analyse des guerres civiles, notamment en Afrique. Plusieurs personnes, plusieurs chercheurs le font. Marielle vient d'en donner un excellent exemple. Et c'est donc, c'est quelque chose qui peut paraître tout à fait banal, mais qui est essentiel. Et je crois qu'il y a un certain nombre de questions qu'on doit se poser par rapport à l'analyse des conflits et qu'on ne se pose pas suffisamment, notamment au niveau de la communauté internationale. Donc, essayer de comprendre la rationalité de la guerre, la rationalité même de la violence la plus cruelle et celle qui nous paraît la plus barbare, évidemment, avec l'État islamique, on a pas mal d'exemples de cette violence qui paraît irrationnelle et barbare aussi. Mais si on refuse de se poser la question de sa rationalité, on ne peut pas comprendre non plus son expression et son utilité politique locale. Comprendre aussi quelles sont les stratégies de légitimation qui animent les rebelles. Je pense ici au travail d'un politologue allemand, Klaus Schlichte, qui a parlé de la guerre comme imposant une ombre, comme ça, une ombre de violence sur les sociétés dans lesquelles elle est pratiquée, et qui montre comment les rebelles, en fait, doivent aussi se légitimer au niveau local s'ils veulent avoir du succès durant la guerre et au-delà de la guerre. Et si on ne se pose pas la question de savoir quelles sont les stratégies de légitimation sociale, politique, économique, culturelle, historique, sur lesquelles les rebelles se basent, au-delà de la violence parfois très brutale à laquelle ils ont recours, on s'empêche de comprendre aussi quelles sont les racines profondes des conflits et donc éventuellement leur prolongation au-delà de la signature éventuelle d'un accord de paix, et on s'empêche de voir ce qui pourrait éventuellement ressurgir de façon très violente dans l'après-guerre.
Je m'arrêterai ici. Donc il faut aussi, en dernier mot, passer du pourquoi au comment dans l'analyse de la guerre. Je crois qu'aussi on a énormément passé le temps pour répondre à la question du pourquoi, quelles sont les causes des conflits, et on a oublié, on n'a pas vu qu'il était aussi important de se poser la question de savoir comment se déroulent les conflits, qu'est-ce qui se passe durant les conflits, quels sont les équilibres de pouvoir, comme disait Charles Tilly, dans toute société en guerre, finalement 80 à 90% des interactions quotidiennes ne sont pas des interactions directement militaires ou violentes, c'est des interactions entre guillemets normales, politiques. Et si on ne se pose encore une fois pas cette question-là, on risque de venir avec des solutions biaisées qui auront des conséquences à très long terme. Merci beaucoup Didier. Vous voyez que la discipline est la force des armées, puisque nos deux intervenants ont été particulièrement précis et rigoureux dans la gestion du temps. Je passe donc maintenant la parole à Roland Marchal, dont j'ai souligné la contribution à la sociologie de la guerre. Et il nous parlera donc non seulement de ces terrains de l'Afrique orientale, de la Corne plus précisément, en particulier la Somalie, mais également, j'imagine, du Tchad et surtout de la République centrafricaine, à laquelle il a consacré ces peut-être 2 dernières années de recherche de manière intensive. Oui, merci. En fait, non, je voudrais commencer par autre chose, c'est-à-dire, je suis un peu désolé, mais en fait, j'arrive pas très bien à savoir ce que c'est la paix. Et si vous voulez, c'est assez curieux de voir comment, dans le monde universitaire, finalement, on sait assez bien ce que c'est la guerre, on a des définitions qui valent ce qu'elles valent, mais enfin, on parle d'objets qu'on pense connaître, alors que la paix, finalement, on ne sait pas très bien ce que c'est. C'est l'inverse de la guerre. Mais dès qu'on a dit ça, on se rend compte que c'est en fait totalement insatisfaisant. D'abord parce que souvent on est confronté à des terrains un peu comme Marielle Debeau l'a expliqué, finalement la paix c'est un moment particulier entre 2 autres moments qui sont eux guerriers, ou parce que l'idée que la paix est l'élément normal d'une société est éminemment discutable. Vous avez de nombreuses sociétés où d'une certaine façon, et on le voit par exemple dans la structure du droit coutumier, le droit qui gère les relations entre communautés est pensé comme un système de coexistence qui, d'une certaine façon, est modulé et configuré par un conflit passé, ou une chaîne de conflits passés et de conflits à venir. Et donc ça donne finalement une image de la paix comme une situation performative. On est en paix parce qu'on le déclare. On est en paix en Afrique du Sud en 1994 parce qu'on a eu les élections et que l'apartheid est terminé. C'est en fait la période la plus violente de la société moderne sud-africaine. Il y a des milliers de morts au KwaZulu-Natal, mais pourtant la société se veut en paix. Et donc il y a cette dépolitisation tout d'un coup des affrontements dans les townships, dans le milieu, dans le monde urbain, qui correspond, et même dans le monde rural à ce moment-là, mais qui correspond à une labellisation. Enfin, c'est-à-dire quelques mois ou quelques années auparavant, la même situation eût été décrite comme une guerre liée à la lutte contre l'apartheid. Donc ça a quand même des implications très fortes, je vais y revenir dans un instant. Mais je crois que ça pose évidemment des questions qui sont... alors peut-être ici ça paraît assez radical ou peut-être un peu schématique, mais qui le sont moins. C'est est-ce que le Mali aujourd'hui est en paix? Oui, on a gagné la guerre, hein, notre président l'a dit. Mais en fait, non, il y a quand même beaucoup d'affrontements. La rhétorique, comme on la lit dans les journaux, elle est quand même très guerrière. Il y a quand même une mobilisation partout. Il y a des transformations, il y a des dynamiques sociales qui semblent quand même générées par une certaine, disons, mobilisation guerrière des esprits, etc. La RCA, elle a été en paix alors que la guerre s'y développait. Alors elle n'était pas totalement en paix puisque les États-Unis, par exemple, ont pointé très vite la présence d'une organisation ONI
qui était l'armée de résistance du Seigneur, donc dirigée par Joseph Kony. Et pendant très longtemps, quand vous regardiez la presse internationale, qui décidait si la situation était bonne ou pas bonne en Centrafrique, on regardait la présence de ce groupe-là, qui pourtant a provoqué par année bien moins de morts que n'en provoquaient des groupes armés aux sigles surréalistes dans le nord du pays, et également provoqué bien moins de déplacés en un an comparé à ces groupes armés du nord du pays, mais qui n'intéressaient personne parce que finalement, c'était des groupes qui se développaient, comme on dit en bon français, in the middle of nowhere. Et donc, évidemment, on le passait. Donc ça, je crois qu'interroger ça, c'est quelque chose. Interroger ce que c'est ce statut, je crois que c'est quand même quelque chose d'important parce que ça renvoie à une analyse des violences qui peut-être ne sont pas proprement guerrières. Hein. Il ne s'agit pas de dire parce que dans une société, le Kenya n'est peut-être pas aujourd'hui en guerre, ce n'est pas simplement la présence d'assassinats, d'actions violentes qui décident d'une guerre, mais malgré tout, il y a une problématisation qui manque. La deuxième chose qui me paraît extrêmement importante comme remarque, c'est et le champ universitaire est un peu traversé par cette interrogation, et le président de séance y a fait référence dans son introduction. On est un peu, malgré tout, embêté. On a des objets récurrents dans l'histoire de ces pays, et finalement, on ne sait pas très bien s'il faut, suivant la belle formule d'un historien américain, décider que l'État fait la guerre et la guerre fait l'État, un peu, disons, un ramassé de l'histoire de l'Europe occidentale, ou si, au contraire, il faut mettre l'accent sur la sissiparité, sur plutôt l'affaiblissement des quelques institutions qui peuvent exister. Alors moi, je crois, ce qui me paraît quand même tout à fait intéressant de regarder, et je pense que c'est une question qui a retrouvé une nouvelle actualité à cause des mouvements djihadistes, c'est de regarder, peut-être moins la formule que ce qu'il y avait derrière la formule. La formule de Tilly, en fait, est une élaboration basée sur un problème d'économie d'échelle dans l'économie de la protection. C'est-à-dire, en gros, comment des groupes armés arrivent à subsister, à vivre sur une population, et comment, d'une certaine façon, l'accroissement des zones contrôlées permet un accroissement des ressources et permettent finalement ces fameuses guerres qu'on a connues, ces guerres centrales et centralisatrices qui ont constitué avec la guerre de 30 ans, disons, un peu le schéma qu'on a des grandes guerres européennes. Alors le problème est, si vous voulez, que un marché de la protection n'est pas un marché néolibéral. Et c'est ça, en fait, qui est extrêmement intéressant de regarder, c'est-à-dire qu'on voit comment, finalement, ces marchés-là sont régis par des règles propres, parce que faire de l'économie de la protection au Mali, ce n'est pas la même chose que de la faire au Tchad ou que de la faire dans le nord-est du Nigeria. Alors déjà, si on relisait Tilly avec quelques autres grands historiens comme Kantorowicz, on verrait bien que cette idée de la guerre centralisatrice et constructrice d'État, finalement, elle n'a pas été simplement un phénomène, disons, je dirais, proprement d'accumulation primitive économique ou liée à ça. Elle a été aussi une translation de certaines catégories du droit romain vers l'Église, et aussi une sécularisation de concepts proprement religieux. Je pense notamment au Corpus Christi, le corps du Christ, qui devient finalement, qui à la fois désigne dans le dogme l'appareil clérical de l'Église catholique, donc à l'époque, puisqu'on est au XIe siècle, et puis va petit à petit devenir cet appareil d'État qui va se développer dans le monde occidental, avec d'ailleurs des modalités extrêmement différentes d'un pays à l'autre. Or,
quand on essaye de faire disons des analyses parallèles sur des terrains africains, on est confronté à des problèmes qui sont radicalement différents. Et évidemment qui pose des difficultés, mais qui explique aussi, et c'est un point sur lequel je pense qu'il est intéressant et important de revenir, sur d'une certaine façon les conditions possibles de la sissiparité, de la violence et des groupes violents, qu'ils fussent étatiques ou non, ou au contraire d'une certaine capacité à l'unité. Et ce travail-là, je pense qu'il est essentiel à faire, mais évidemment, il est très loin, vous l'avez compris, des catégories qu'on use traditionnellement quand on veut analyser les conflits. Je le regrette, mais visiblement, peut-être c'est un peu trop ou bien abstrait ou bien enraciné dans des réalités locales qui sont évidemment particulières. Mais je crois que on est devant ce problème-là et qui s'ajoute à ce que disait Didier Péclard sur la dépolitisation générale. Il y a un deuxième thème qui, moi, me semble extrêmement important et qu'on voit dans et après les conflits. La RCA est un bel exemple de ce modèle-là. On ne se pose évidemment pas du tout la même question en Somalie, ce qui est très drôle. C'est la reconfiguration des appareils de répression. C'est-à-dire que quand vous regardez, et le Tchad pourrait aussi être un bel exemple, quand vous regardez comment ça fonctionne, vous avez les fameux corps habillés, donc douaniers, policiers, gendarmes, militaires. Mais évidemment, les militaires s'inscrivent eux-mêmes dans un spectre d'institutions qui est relativement large. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est comment... d'une certaine façon, ces appareils relèvent de l'histoire coloniale dans la définition de leur mandat. Comment il y a eu une redéfinition post-coloniale, très politique, de ce que doit faire l'armée. Par exemple, en Afrique centrale, mais aussi en Somalie, le maintien de l'ordre relève de l'armée. Il y a évidemment les policiers, mais fondamentalement, la plupart des checkpoints que vous allez rencontrer en circulant à l'intérieur du pays et quelquefois même à l'intérieur des villes, alors ça a un tout petit peu changé au Tchad, ça reste quand même des points militaires. Et évidemment, dans cette recomposition se jouent des rapports de pouvoir extrêmement forts et sur lesquels on peut penser que la communauté internationale est soit naïve, soit aveugle. Par exemple, aujourd'hui au Tchad, l'essentiel de l'effort militaire extérieur relève en fait de la garde présidentielle, qui est une garde, je dirais pas ethnique, parce que c'est pas totalement vrai, mais qui fondamentalement s'appuie en termes de puissance de combat, effectivement sur 2 ou 3 groupes ethniques du pays qui représentent au grand maximum, disons, entre 15 et 20% de la population. Donc pourquoi est-ce que nous-mêmes, les Français, mais aussi d'autres, veulent des armées nationales et acceptent des appareils comme ça qui fonctionnent avec des mandats qui ne sont plus républicains, qui sont déjà et qui sont de façon permanente, qui relèvent de l'état d'exception. Bon, ça c'est une question aussi qui est intéressante à regarder. Et puis peut-être une troisième interrogation sur laquelle, qui est peut-être plus actuelle, mais qui là aussi a une longue histoire, qui est, Jean-François Bayard parlait de toujours ce référent ethnique ou régionaliste qui a existé quand on évoque les mouvements armés des années 60 jusqu'aux années 90. Aujourd'hui, notamment à cause des mouvements djihadistes, on voit une dimension transnationale beaucoup plus forte. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que autant d'ailleurs, pas simplement les États, les diplomates, les militaires, mais aussi les chercheurs, on a malgré tout une réelle difficulté à penser cette dimension transnationale des mouvements armés, parce qu'en même temps, et c'est ça la contradiction, on les voit enracinés dans des terroirs nationaux fonctionnant suivant des modes d'économie locale qui sont tout à fait importants. Alors tout ça est extrêmement, et de mon point de vue, ce sont des questions fondamentales parce qu'évidemment, elles ne relèvent pas simplement du militaire ou du guerrier. Elles relèvent par exemple énormément
du rapport entre la sphère de la violence et l'économie politique des régions dans la guerre. Et évidemment, elle pose des questions auxquelles la communauté internationale essaye de répondre, quelquefois avec bonne volonté, quelquefois avec moins d'enthousiasme. Et peut-être, pour ne pas être trop long, je voudrais juste dire combien, d'une certaine façon, le kit, ce fameux kit de solutions qu'on a évoqué à plusieurs moments dans ce débat, il est à la fois nécessaire et comment il est finalement extraordinairement dangereux. Il est nécessaire parce qu'évidemment, les gens ont besoin de références pour penser, mais d'une certaine façon, il est aussi un énorme... comment dirais-je, un mur qu'on se construit face à une réalité pour éviter de penser cette réalité. Et ça, évidemment, on le voit avec consternation dans nombre d'opérations de maintien de la paix, malgré leur importance quelquefois au niveau international. Je pense notamment à la République démocratique du Congo. Et évidemment au fait qu'on est très souvent plutôt dans des dispositifs de dépolitisation et de technicisation pour éviter justement ce qui rend très difficile les solutions, c'est-à-dire des approches qui puissent être, disons, soutenues par les pays de la région et par la communauté internationale. D'un autre côté aussi, ce qui est très frappant, et là, on pouvait, à la fin de la guerre froide, on a eu un moment où on se disait, bon, finalement, la seule vraie rente internationale qui reste aujourd'hui, c'est celle de la démocratisation. Les exemples dont on vient de parler soulignent combien cet espoir qui a existé au moins chez un chercheur, mais je pense chez beaucoup de chercheurs, en tous les cas qui a existé dans ma pauvre petite tête, est illusoire. C'est-à-dire, ce qui est très frappant quand on regarde sur 20 ans, 25 ans, c'est combien le système international a été capable de créer de nouvelles rentes et comment Idriss Déby, le dirigeant tchadien, est sans doute aujourd'hui l'un des plus grands maîtres dans la captation de ces rentes. Je voudrais terminer en renouvelant l'appel de Didier Péclard, surtout face à des mouvements qui sont décrits, justement ou moins justement, enfin on peut discuter, comme des mouvements ultra-violents et qui évidemment nous choquent beaucoup sur ce qu'on fait aux femmes, sur ce qu'on fait aux prisonniers, sur cette dimension un peu totalitaire de ces groupes djihadistes. Je crois que les gens, il faut arriver à accepter l'idée qu'il n'y a pas de groupe terroriste. Il y a des groupes qui utilisent le terrorisme. Et il faut aussi arriver à réfléchir suffisamment profondément pour comprendre et pour analyser les agencements sociaux, peut-être nouveaux, qui sont créés par des groupes décrits ici chez nous, encore une fois, avec souvent de bonnes raisons, comme ultra-violents, mais des agencements sociaux qui sont créés par la gestion de population et de territoire. Je crois que j'ai souvent tendance à dire, en parlant de la Somalie, que le grand problème de l'Occident dans son incapacité à mettre un terme au conflit en Somalie, c'est qu'il est au moins aussi idéologique dans sa vision du problème que l'est le groupe djihadiste qu'il prétend combattre et éliminer. Alors, le vrai défi, c'est peut-être d'arriver à se comporter autrement. Merci beaucoup, Roland. Donc vous savez que ces rencontres sont placées sous la loi des sous-mariniers, c'est le principe du lit chaud, et que nous devons absolument libérer la salle à 14h pour que d'autres événements puissent se tenir. J'ouvre donc le débat en vous demandant de bien vouloir poser des questions extrêmement brèves pour laisser le temps à nos intervenants de répondre. Je crois que, et en tout cas c'était notre souci, je pense que les propos qui ont été
été tenus sont dérangeants parce qu'ils rendent les choses plus complexes. Vous avez vu que l'histoire et ce thème de l'historicité était extrêmement présent dans nos discussions, ce qui justifie la présence, la pertinence de cet atelier, de cette table ronde dans le cadre d'histoire citée. Mais bien entendu, je crois qu'on ne peut faire de la bonne analyse qu'en quittant le prêt-à-penser et le politiquement correct. Donc je crois qu'il y a de la matière pour entrer dans un débat intense et intéressant. Je propose de prendre les questions par groupe de 3 ou 4. Donc j'en vois déjà deux personnes, madame, monsieur, et ensuite derrière. Ensuite, la gauche sera servie. Ah bon, alors... Merci beaucoup. Oui. Entre deux guerres, c'est une fatalité? Ça pourrait être une fatalité? Pardonnez-moi, est-ce que vous pouvez parler un petit peu plus loin du micro parce qu'on n'entend pas du tout ce que beaucoup mieux comme ça? Oui, beaucoup mieux. mieux. Oui. Entre deux guerres, c'est une fatalité? Ça signifie que ça ne peut pas être surmonté. Mais qu'est-ce que la paix, comme le panéliste l'a dit? Et qu'est-ce qu'une guerre? Parce que la fin d'une guerre, un traité, 2 traités, plusieurs traités, ça peut être un traité de cessez-le-feu, pas plus. Mais qu'est-ce que la guerre? C'est-à-dire un conflit armé, crise sécuritaire. Guerre froide, c'est une guerre. Guerre chaude, une guerre au sens propre du terme, en Afrique. La guerre qui était entretenue en Afrique, elle était entretenue grâce aux 2 superpuissances. Il fallait au moins trouver un prétexte qui est conflit frontalier. Parce que l'un des belligérants est, l'autre il est ouest. Et ça a été la conférence de Bandung, 1955. Entre autres, je vais conclure. Oui, je vais vous poser une question, vous aussi. Oui, la conférence de Bandung, c'était pour éviter que plus tard, l'Afrique qui deviendra indépendante se débarrasse du colonisateur français ou autre, ne deviendra pas le champ de bataille des 2 superpuissances. Ma question sur les crises politiques, crise économique, crise sécuritaire. Parce que l'Afrique, elle est championne dans les coups d'État militaires, coups d'État constitutionnels. Mais les crises à surmonter, ça pourrait être surmonté, comme la crise alimentaire, qui est surmontable en Extrême-Orient, en Afrique en Asie sud-asiatique. Donc les crises surmontables. Et c'est ça la fragile state. Je m'arrête là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Excusez-moi, je suis forcé de vous demander d'être vraiment très très concis dans vos questions parce que sinon on ne s'en tirera pas. Je crois que madame avait une question derrière. Et ensuite monsieur. Tout d'abord, un immense merci à vous tous de faire éclater nos modes de pensée, qui me semblent effectivement essentiels. Pardonnez, excusez-moi, on entend terriblement mal. Est-ce que vous pouvez essayer de vous passer le micro? Parce que je crois que le micro pose plus de problèmes. Si les autres entendent. Non, alors, non, pas parler dans le micro, mais oui, tenez-le peut-être. La bonne distance. C'est quand même incroyable qu'on en vienne à devoir repenser à nouveau tous ces modes d'analyse de la réalité. Et je n'arrive pas à croire que nos politiciens et nos diplomates ne soient pas plus au courant de cette vraie réalité. Donc, est-ce que vous l'attribuez, alors, esprit borné, à cette naïveté, à cet aveuglement, ou vous avez parlé d'idéologie, quelle est cette nouvelle idéologie post-coloniale sous-jacente, quel est le jeu, en clair, des nations occidentales, à votre avis, par rapport à là? Merci beaucoup. Et vous teniez le micro à la très bonne distance. Donc, monsieur, je vous... Merci. Moi, je vais poser la question de la violence et de l'armée qui utilise quand même la violence pour se maintenir. La paix, nous espérons toujours qu'elle vienne de la démocratie. Et nous avons en Tunisie, par exemple, un exemple de mouvement non violent qui a réussi. Et pourquoi est-ce qu'il a réussi? C'est parce que l'armée ne s'y est pas opposée. Alors qu'en Syrie, il y a eu aussi des mouvements non violents de foule, et ça n'a pas réussi parce que l'armée s'y est opposée, comme on peut le constater. Alors, en ce qui concerne l'Afrique, je doute que des mouvements non violents de foule puissent réussir à obtenir la démocratie et la paix. Parce que les armées sont tellement implantées et tellement liées au gouvernement
que les Africains eux-mêmes renoncent à un mouvement non violent, parce que ces mouvements non violents seraient rapidement réprimés par l'armée, comme on a eu d'ailleurs quelques exemples au Congo-Brazzaville ou dans quelques États où quelques femmes ont essayé de manifester et ont été brutalement réprimées par l'armée. Alors voilà, il me semble que l'armée elle-même est un obstacle à la paix, parce que l'armée est une institution violente qui protège les dictateurs s'appuient sur l'armée. Je pose la question, est-ce que la responsabilité des gouvernements occidentaux n'est-elle pas impliquée dans le soutien aux armées africaines? Merci beaucoup. Donc nous avons déjà 3 questions. Je ne sais pas, Marielle, tu veux, ou Didier Oui, vas-y. Il y a une étrange bête qui s'est mise sur le micro, d'où ce regard un peu étrange. Oui, donc vous étiez revenu sur la question de l'entre-guerres et vous avez posé la question, est-ce que c'est une fatalité? Non, évidemment, ce n'est pas une fatalité et j'avais insisté sur ce point. Il m'avait semblé important de trouver un terme pour désigner ces situations de ni guerre ni paix et notamment pour comprendre toutes ces violences qui marquent le quotidien de ces gens qui ne vivent pas dans des situations directement de conflit armé, mais qui doivent gérer quand même des logiques guerrières. Je voulais juste donner un exemple que je n'avais pas eu le temps de donner précédemment. J'ai fait une partie de l'enquête dans un département de l'Est du Tchad où ce sont des fratries entières qui sont parties dans la rébellion. Donc, ce département s'appelle le Dartama. Il y a une majorité d'hommes, mais il y a aussi des femmes qui ont rejoint la rébellion. Et quand on sait comment les gens vivaient avant le déclenchement de la rébellion, on comprend aussi mieux pourquoi ils sont partis. C'est-à-dire que c'est une région où il y avait des vols de bétail extrêmement fréquents, où les paysans ne pouvaient pas faire les travaux des champs sans être inquiétés par des militaires qui, eux, bénéficient encore d'une grande impunité. Donc dans ces cas-là, on a une vie quotidienne dite civile, qui est elle-même un combat quotidien. Et quand on prend la mesure des difficultés de ces populations, on a moins de mal à comprendre ensuite comment ces gens prennent les armes. Sur la question de la répression, je voulais aussi ajouter un mot. Oui, il me semble que la question de la répression des mouvements sociaux est extrêmement importante. Après, il y a des mouvements sociaux, il y a des manifestations, il y a des grèves. En fait, il y a une vie civile et des mouvements sociaux, on ne peut pas généraliser à l'échelle du continent, mais quand même dans beaucoup de pays du continent, il y a des mouvements sociaux qui sont très actifs. Et pour parler de ce que je connais, au Tchad, on a dans certaines régions, donc la région dont je parlais avant, qui a fourni de nombreux combattants à la rébellion, une impossibilité de se mobiliser sur des registres comme par exemple les droits humains, la justice sociale. Il y a pas d'espace, pas de marge de manœuvre pour des leaders qui voudraient se mobiliser sur ces questions-là, contrairement à d'autres régions du pays, où là, on a des mobilisations sociales, on a une organisation de la société pour les droits, mais parce que dans ces autres régions du pays, il y a aussi cet espace qui est offert, et se mobiliser dans certains contextes ou dans d'autres ne suppose pas de prendre les mêmes risques. Donc oui, la question de la répression des mouvements sociaux est extrêmement importante, et oui, aussi, il y a une grande responsabilité des États occidentaux qui vont soutenir les armées dans ces pays. Didier. Très rapidement, peut-être sur la question de la naïveté ou de l'aveuglement des diplomates, mais je suis sûr que Roland pourra compléter et corriger ce que je vais dire, parce qu'il a beaucoup plus d'expérience là-dedans. Évidemment, c'est difficile d'y répondre comme ça en 2 minutes, et je crois qu'il ne faut pas non plus être naïf de notre côté. Les diplomates et les militaires dont on parle sont avant tout aussi au service de gouvernements qui ont bien sûr des intérêts, et ça c'est quelque chose d'important, bien sûr, et c'est parfois aussi désespérant de voir comment des erreurs se reproduisent de façon régulière. Une des dernières en date, et là je parle encore une fois sous le contrôle de Roland, c'est ce qui se passe actuellement au Sud-Soudan, où après de longues décennies de guerre, un accord de paix a été trouvé en 2005,
qui a mené à l'indépendance du Sud-Soudan. Et comme l'indépendance a été acceptée par une majorité écrasante de la population, enfin plus de 95% de la population, on s'est dit que tout était réglé et que forcément le gouvernement serait légitime dans un système où en fait, et on voit actuellement qu'une des nombreuses causes du retour à la guerre au Sud-Soudan, c'est d'un côté le fait qu'il y a des milliards qui ont été investis dans la reconstruction de la construction d'un État, mais dans toutes les infrastructures physiques et matérielles qui étaient certainement nécessaires, mais enfin, et des sommes comparativement ridicules, voire inexistantes, dans tout le software de la reconstruction qui est la réconciliation au niveau local, et qu'on a aussi donné un chèque en blanc à un gouvernement sans se poser aussi la question des divisions très profondes qui existaient, de la culture guerrière aussi, de l'habitus guerrier au niveau de la gouvernance qui s'est développé durant la guerre et qui a continué dans la situation de transition entre les deux et qui malheureusement aussi explique une bonne partie du retour à la crise. Donc c'est effectivement à la fois, et je ne crois pas un certain nombre de diplomates et de militaires sont probablement naïfs, je ne crois pas que tous le soient, mais c'est effectivement parfois un peu désespérant de voir à quel point ces erreurs se répètent. Oui, là-dessus, un peu, c'est le débat sur est-ce qu'on peut avoir une politique étrangère qui, quand on a des hommes politiques et des femmes politiques, une classe politique qui finalement vit sur le très court terme et sans avoir en même temps des lobbies intérieurs. Le problème du Sud-Soudan, c'est typiquement, je dirais, le fait que ça a été, ça l'est moins aujourd'hui, mais ça a été, et le conflit du Darfour, la même chose, ça a été autant une question de politique intérieure américaine que ça a été une question, disons, africaine en tant que telle. Et évidemment, les choix qui ont été faits, sans naïveté, les diplomates étaient souvent très conscients de ce qui se passait et des implications des politiques qu'ils étaient chargés de mettre en œuvre, étaient d'une certaine façon sans surprise. Mais encore une fois, qu'est-ce que on faisait aux États-Unis, si ce n'est d'abord gérer un certain nombre de mouvements religieux, par exemple sur le Sud-Soudan, et la force électorale que ces mouvements avaient. Je crois aussi d'un autre côté, on est aujourd'hui, et je pense que peut-être il y aura dans ces jours ou dans une prochaine édition de cet événement un débat là-dessus, on est aussi de la même façon qu'il y a eu un moment post-1989, on est vraiment dans un moment post-2001, c'est-à-dire avec une croyance renouvelée dans nos élites politiques sur l'intervention militaire, sur la force du militaire par rapport aux politiques, par rapport à l'économique, par rapport au développement, par exemple, et on le voit dans toute une série d'interventions au Sahel. Et ce choix-là, encore une fois, il est construit à la fois dans un certain courant idéologique, qui a existé, enfin qui existe encore aux États-Unis, mais qui s'est bien développé en Europe, mais aussi, et c'est ça peut-être la grande force, avec la conjonction d'autres choses. La guerre telle qu'on la mène aujourd'hui, notamment la guerre contre le terrorisme qu'on mène aujourd'hui, c'est une guerre qui a plus grand-chose à voir avec ces bons vieux conflits des années 90. C'est une guerre de forces spéciales, c'est une guerre de drones, c'est une guerre dont on ne connaît que les succès. Et c'est une guerre qui devient extraordinairement technicienne, apolitique, puisque c'est tout le débat. Un drone tue des terroristes, et si des gens sont tués à côté des terroristes, avoir des relations avec des terroristes, c'est déjà vous mettre dans une situation de soutien au terrorisme. Et donc il y a un débat qui existe, qui est d'ailleurs beaucoup plus vif aux États-Unis qu'il ne l'est en Europe, mais qui reste profondément marginal dans les élites gouvernementales, parce que d'une certaine façon, si on tue des terroristes, on a quelque chose à répondre à nos populations qui nous demandent ce qu'on fait pour lutter contre des mouvements comme ça. Donc je crois que d'une certaine façon, c'est les illusions, ou ce que les chercheurs ou les experts à l'occasion dénoncent comme les naïvetés ou les aveuglements de la communauté internationale, correspondent aussi à une certaine convergence
pas simplement d'appréciation, mais aussi d'évolution des formes de guerre qui donnent quand même une certaine crédibilité, une certaine rationalité au choix de nos élites politiques. On peut, et moi le premier, les contester, mais disons qu'on n'est pas dans l'irrationnel simplement de la croyance. On est dans quelque chose qui fournit des arguments politiques forts, et on le voit parce que les opinions publiques, aux États-Unis comme en Europe, semblent pour l'instant très peu critiques de ce type d'évolution. Merci. Il nous reste du temps pour 2 questions. Donc, madame. Je prends plutôt dans ce secteur parce que. Oui, est-ce que vous pourriez nous donner un élément supplémentaire sur quel rôle joue cet état d'entre-guerre dans les flux migratoires vers l'Union européenne? Parce qu'apparemment, c'est le nouveau horizon, c'est celui de la criminalisation de ces flux, en tout cas la lutte aux marchands d'êtres humains, et tout ça, c'est la nouvelle idéologie maîtresse de la politique migratoire de l'Union européenne. Donc, est-ce que c'est de l'idéologie? Est-ce que c'est une réalité? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Madame avait une... Aussi, s'il vous plaît, pourriez-vous dire quelques mots concernant ce qui se passe en ce moment au Burundi? Très bien. Une 3e et dernière question, monsieur. Et je voudrais être très bref parce que je vois avec frayeur la montre. Merci beaucoup. Le thème a vraiment été très passionnant. Moi, je voudrais aller directement sur les coups d'État qui se passent actuellement au Burundi. Si on essaie d'un peu voir, par exemple, dans la région des Grands Lacs, on ne peut pas dire que la région des Grands Lacs, est-ce qu'on peut se poser la question, la région des Grands Lacs est en paix ou entre guerres? Moi, je dirais que c'est entre les guerres. Si on essaie d'un peu voir, par exemple, les cas typiques du Burundi actuellement, c'est grâce aux coups d'État. Ce sont les armes qui ont permis à ce qu'on puisse prendre le pouvoir. Bon, je ne sais pas s'ils ont pris ou pas encore, mais c'est dans le processus. Et les violences, les mouvements de la société civile qui s'est fait pendant au moins 2 semaines n'a pas donné de résultats. Mais à cause des armes, aujourd'hui, maintenant, il y a un processus de résultats négatifs ou positifs, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose, entre guillemets, qui se passe à cause des armes. Moi, je voudrais poser la question parce que tout ce qu'on a développé là-bas, moi, je m'y attendais. Ça n'a pas étanché ma soif. Moi, je m'y attendais pour dire quelles sont les solutions pour essayer d'un peu donner la chance à l'Afrique d'accéder à une paix durable, au lieu que ça puisse rester toujours entre les guerres. Les cas, par exemple, de la RDC Congo. Pardonnez-moi, je vais devoir vous interrompre parce que sinon nos intervenants ne pourront pas répondre. Je suis navré. Merci. Donc, qui veut répondre? On reprend le même ordre. Oui. Je suis navré. Très rapidement, je pense qu'on peut effectivement s'interroger pour savoir si la politique migratoire de l'Union européenne entretient un entre-guerre ou mène une guerre contre les migrants. Et quand on voit le nombre de morts, on peut effectivement penser que c'est plutôt une guerre qui est menée contre les migrants. Après, je pense qu'il faudrait vraiment mettre à plat toute cette politique migratoire et repenser même ce que signifient les frontières de l'Union européenne et au-delà. Didier, tu passes? Je passe. Je préfère. Oui, enfin moi j'aimerais revenir quand même à... vous m'excuserez, c'est mes jeunes années. Vous avez parlé tout à l'heure de mouvements sociaux, du fait que finalement c'est l'armée ou la violence qui est décisive. Vous savez, pour vous dire quelque chose d'un peu personnel, moi initialement je n'étais pas très intéressé par l'Afrique. C'est pas une vocation que je porte dans mon cœur depuis le berceau. Et quand j'ai commencé à m'intéresser à l'Afrique, en fait, je m'intéressais à l'Afrique du Sud. C'était le début des années 80. C'est la création, pour ceux qui s'en souviennent, du Front démocratique uni en 1983. Et puis, août 1986, c'est-à-dire l'instauration de l'état d'urgence. Si vous regardez l'histoire de la lutte contre l'apartheid, en 1986, au moment où il y a l'instauration de l'état d'urgence, l'ANC a perdu la guerre. L'appareil militaire de l'ANC est démantelé. D'une certaine façon, le régime d'apartheid a gagné. En fait, c'est le moment où il commence à perdre. Pourquoi? Parce que malgré le coût humain réel,
vous allez avoir ce mouvement social, syndical, dans les bidonvilles, qui va se mettre en place et qui va, d'une certaine façon, être le principal vecteur de l'opposition et être relié au niveau international par un mouvement de désinvestissement. Ce qui donnera une diplomatie sud-africaine après 1994 qui sera souvent obligée de manier le paradoxe, d'être à la fois contre l'ingérence dans les affaires intérieures de pays et d'être lui-même issu l'expression d'un régime qui est né grâce à l'ingérence dans les affaires sud-africaines. Donc la question de la réalité et de la force des mouvements sociaux, on le voit au Burundi, elle est réelle. On l'a vu au Burkina Faso il y a quelques mois également. Donc il ne faut pas, je crois, de ce point de vue-là, bien sûr qu'il faut regarder, et c'est important, et de ce point de vue-là, la solidarité internationale joue un rôle énorme, la répression de ces mouvements sociaux, mais leur existence, leur développement, elle est un élément majeur pour de changement politique. Et je crois que, si vous voulez, moi j'aurais passé ma carrière à travailler sur des mouvements armés et je n'ai jamais cru que dans les mouvements sociaux pacifiques. Parce que je pense que les mouvements armés, pour un certain nombre de raisons, peut-être effectivement, apparaissent comme des shortcuts pour des changements politiques, mais la pathologie de la violence armée telle qu'elle est après, elle pèse dans le cours des événements est réelle. Donc c'est pas forcément, je veux dire, c'est à l'histoire de décider, mais de toute façon, ce qu'on voit aujourd'hui au Burundi doit nous rappeler malgré tout que l'histoire n'est pas écrite. Et que même si le coût humain peut être important, on peut encore espérer quelque chose. Et je dois dire que pour une fois, parce que ce n'est pas toujours le cas, l'Union africaine aura essayé de faire son travail et aura depuis plusieurs années essayé de convaincre le président que le troisième mandat n'était pas absolument nécessaire pour son pays. Donc là aussi, ça ne veut pas dire qu'il faille se féliciter de ce qui se passe, mais ça montre aussi que petit à petit, l'Union africaine n'est plus le syndicat de chefs d'État qu'on a connu pendant trop longtemps, et que petit à petit également, il y a une réaction de la communauté internationale et de la communauté continentale et régionale qui est un peu plus divers que ce qu'on a pu voir dans le passé. Donc, il ne faut pas tuer l'espoir. Je me tourne vers nos trois intervenants pour savoir s'ils ont... Non, malheureusement, nous n'aurons pas le temps de prendre d'autres questions pour les raisons que j'ai indiquées, mais peut-être avez-vous un dernier mot en 1 minute à dire, soit pour répondre à des questions, soit pour vous répondre, parce que vous n'êtes pas forcément tous entièrement d'accord les uns par rapport aux autres. Marielle, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Didier, Non, peut-être juste souligner l'importance de ce que vient de dire Roland, je crois effectivement, sur l'importance des mouvements sociaux derrière et malgré et au-delà de la répression qui est réelle, sans avoir de ces mouvements sociaux forcément une vision trop utopiste et irénique qui nous empêcherait de voir aussi toutes les stratégies d'instrumentalisation qui sont à l'œuvre et de leur récupération. Mais effectivement, je crois que dans un environnement ou un tableau qui est peut-être un peu noir, tel qu'on l'a dressé aujourd'hui, le Burkina Faso, bon an mal an, peut-être ce qui se passe au Burundi montre aussi que les choses ne sont pas, comme disait Roland, écrites d'avance. Donc juste pour souligner cet élément-là. Roland, tu veux dire un dernier mot? Oui, enfin, il ne faut pas oublier que le printemps arabe a fait juste écho à un autre printemps, celui du début des années 90, où l'Afrique subsaharienne a conquis, peut-être pas la démocratie, mais quand même a ouvert les champs politiques nationaux de façon totalement conséquente. Encore une fois, surtout quand je vois l'évolution de mon propre pays, je me rends compte que bon, il y a des avancées, il y a souvent des reculs aussi, et que ces reculs-là, ils ne concernent pas seulement l'Afrique. Bon, moi, je pense que l'on peut retenir de cette discussion inévitablement frustrante, parce que le temps nous est compté et vous avez compris que nos orateurs ont une longue expérience professionnelle derrière eux. Mais je pense que l'on peut retenir de ce débat quelques idées fortes. D'abord, la réhabilitation de l'histoire. Les sociétés africaines sont des sociétés historiques à part entière et chacun de ces conflits que nous avons évoqués de manière beaucoup trop rapide, en réalité, est enraciné dans une historicité
propre, qui est souvent d'ailleurs une historicité de terroir. Et donc, les grandes catégories sont bien impuissantes à restituer cette complexité. Je crois qu'il est également extrêmement important, cela a été dit notamment par Didier, de réhabiliter le politique. Et quand on dit le politique, c'est pas simplement le petit jeu politicien factionnel entre des chefs de guerre ou des aspirants au pouvoir présidentiel, c'est également toute la dimension sociale. La question agraire, par exemple, on n'a pas eu le temps d'en parler. On évoquait tout à l'heure les horreurs des guerres du Sierra Leone et du Libéria, mais aussi, pourquoi pas, de la Côte d'Ivoire dans les années 2000. Derrière, il y avait un enjeu qui était très clair, qui était l'enjeu foncier. Et on pourrait multiplier des exemples. Donc je crois que ces guerres ont une dimension politique, une dimension sociale, en même temps qu'historique, que malheureusement nous avons de la peine à appréhender à travers le discours des médias ou à travers le discours des diplomates, des politiques occidentaux. Donc vous voyez bien que l'ennemi, au fond, c'est le mot valise. Terrorisme, islamisme, violence, barbarie, etc. sont des mots qui ne nous permettent absolument pas de comprendre l'épaisseur historique et politique et sociale de ces conflits qui déchirent le continent et qui, au demeurant, ne doivent pas nous empêcher effectivement d'espérer, comme l'ont dit nos orateurs. Alors pour mieux comprendre cette complexité, dernier flash publicitaire, je vous invite à vous plonger dans les travaux de mes trois collègues qui, mieux bien entendu que des interventions inévitablement brèves, vous permettront de rentrer dans cette fameuse complexité et dans l'épaisseur historique des sociétés que nous avons évoquées. Tous ces ouvrages sont donc dans l'espace librairie, dans l'autre bâtiment. Je vous remercie de votre présence et je vous souhaite une bonne suite de rencontres.